Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP dans ce nouveau direct de Famille, Justice, Enfance sur 102.3, un direct avec Stéphane dans une nouvelle émission sur la parentalité, l'analyse de la famille occidentale contemporaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de psychanalyse, nous allons parler de prématurés, nous allons parler d'enfants, nous allons parler de bébés. Nous sommes aujourd'hui avec la psychanalyste Catherine Vanier, chercheure associée au Centre de recherche psychanalyse et médecine, Université Paris 7, qui a fait partie de l'école lacanienne, qui a assisté à la naissance de l'espace analytique, dont elle fait encore partie aujourd'hui, qui est devenue présidente de l'école expérimentale de Bouveuil-sur-Marne, fondée par Maud Manomy, et elle est en particulier, moi c'est ça qui m'avait fait vraiment fondre devant mon ordinateur, je voulais absolument l'inviter, elle a été psychanalyste, elle est toujours psychanalyste dans un service de néonatologie de Seine-Saint-Denis, aux côtés de bébés prématurés. Elle a commis un grand nombre d'ouvrages, notamment avec son mari. Elle est intervenue dans divers médias, mais c'est quelqu'un avec qui je voulais discuter de certains points. Madame Vanier, bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être venue avec nous sur RLP. Alors déjà, est-ce que cette présentation vous convient ou est-ce que j'ai oublié quelque chose ? L'école expérimentale de Bonneuil. Oui. Sur Marne. D'accord. Bonneuil. Et je suis une vieille dame, mon cher Stéphane. Ah. Et à l'hôpital, vous savez, il y a des limites d'âge. Donc, je ne peux plus travailler en réanimation néonatale aujourd'hui parce que j'étais trop âgée pour rester dans le service. Il y a un moment où on vous dit, bon, bah là, maintenant, la limite d'âge est atteinte. Ça, c'est un débat aussi, de garder des personnes qui ont une compétence et qui éventuellement souhaiteraient rester. C'est aussi un débat, cette chose-là, en France. Oui, parce que c'est vrai qu'il manque pas mal de monde dans les hôpitaux à l'heure actuelle. C'est encore un autre problème. Oui. Mais le problème de la santé mentale aujourd'hui, il y aurait beaucoup à en dire. Bon. Alors, mais voilà, donc je ne travaille plus. J'ai travaillé 30 ans. Je ne travaille plus dans le service. Je travaille chez moi. En libéral, comme depuis maintenant à peu près 50 ans, où là je reçois des enfants, des adolescents et des adultes aussi, beaucoup d'adultes. Pour placer le contexte, donc, vous étiez dans un service en fait, on vous a demandé un jour d'intervenir parce qu'on vous a dit il y a une maman qui est en train qui ne se maîtrise pas, il faut aller l'aider. Et vous avez remplacé le psychiatre qui n'était pas présent ce jour-là, une fois, 2 fois, 3 fois, et vous êtes resté dans ce service. C'est un service pour les bébés prématurés. Les bébés prématurés, ce sont des bébés qui sont en danger. Il y a des risques il y a des risques de perte. Il y a des risques qui meurent. Il y en a aussi qui finissent IMC, infirmes moteurs cérébraux, qui sont mal réanimés. C'est un endroit qui peut être parfois très froid, très mécanique, avec des couveuses, avec des gens qui parlent de la vie. Et en fait, vous y êtes allé et vous étiez en communication avec les parents, avec les soignants, et vous essayiez, si j'ai bien compris vos interviews, d'apporter un peu de chaleur et de stimuli aux petits êtres qui étaient dans les couveuses. C'est bien ça ? Et en communication avec les bébés. Oui, c'est ça. Oui. Avec les bébés. Oui, c'est ça, les petits êtres, les bébés qui étaient dans les couveuses, aller les stimuler, essayer de leur apporter un peu de chaleur. Si vous voulez, j'ai été appelée en fait, parce que vous savez, ça existe dans les hôpitaux, il y a une possibilité de faire venir un spécialiste d'un autre service de l'hôpital quand vous avez besoin de lui, dans le service où vous êtes. Et donc, j'ai été appelée au titre de la psychiatrie de liaison, parce qu'à cette époque-là, je travaillais dans le même hôpital, mais dans le service de pédopsychiatrie. Donc, c'est la réanimation néonatale qui est aux prises avec une mère qui ne voulait pas ramener chez elle un bébé qui allait tout à fait bien. On l'avait prévenu que c'était le jour de sa sortie et qu'il était maintenant apte à vivre
à la maison. Et elle a refusé de le prendre. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé, en pensant sans doute que j'allais venir avec, je sais pas moi, de quoi la sédater, voire l'emmener à l'hôpital psychiatrique pour la calmer. Enfin, vous voyez, toutes ces choses. Et puis, je vous raconte juste pour comment ça a démarré. Cette maman, moi, je savais rien faire d'autre que le travail que je faisais d'habitude, déjà à l'époque, c'est-à-dire être psychanalyste, quoi. Alors j'ai pris une chaise, j'ai tiré une autre chaise pour elle, je lui ai dit attendez, au lieu de crier, asseyez-vous, on va s'asseoir toutes les deux et racontez-moi ce qui se passe. Et elle m'a dit, voilà, j'ai été appelée ce matin chez moi parce que le chef de service m'a dit que je devais ramener mon enfant à la maison qui sortait du service aujourd'hui parce qu'il allait bien. Mais vous comprenez, moi, j'ai trop peur parce que cet enfant, quand je l'ai mis au monde, il était en état de mort apparente. Vous savez, les médecins appellent ça comme ça et elle le savait. C'est marqué sur le dossier, naissance en état de mort apparente. Et c'est des médecins de votre service qui étaient là, qui l'ont tout de suite réanimé. Cet enfant, je n'ai pu lui donner que la mort. Je n'ai pas su lui donner la vie. Et je suis absolument terrifiée parce que si je le ramène à la maison et que maintenant il est avec moi, eh ben je sais pas si ça va pas lui être nuisible et si je vais être capable de le maintenir en vie. Il y avait une perte de confiance en soi très forte là. Ah bah, et cette équipe qui était furieuse, ils étaient furieux contre la mère. Alors, faut aussi se mettre à la place des médecins et de l'équipe. Oui. Qui était né effectivement en état de mort apparente, qui effectivement avait été réanimé par eux, qu'ils avaient gardé 3 mois et demi, je crois, ou 4 mois, c'est-à-dire très longtemps. Et enfin, cet enfant allait bien. C'était un succès médical et scientifique, parce que c'est même plus des services de médecine, c'est des services de haute technicité médicale, hein, ces services de réa. Et donc, ils étaient tellement fiers que ce bébé aille bien aujourd'hui, et ils ne comprenaient pas que la mère en veuille pas. Et ils disaient, mais c'est une mauvaise mère. Vous voyez, donc il a fallu aussi complètement travailler avec l'équipe pour que l'équipe comprenne à quel point ces mères et ces pères qui ont les bébés dans ces couveuses sont empêchés de se prendre eux-mêmes vraiment pour des parents, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai proposé qu'on puisse faire un travail particulier avec les parents, avec les bébés, dans le temps de l'hospitalisation, et pas seulement le jour de la sortie, parce que ça me semblait pas suffisant. Alors, voilà, ils ont accepté. Et du coup, j'y ai travaillé 30 ans. Voilà comment ça s'est fait. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en tant qu'analyste, moi je suis informaticien de départ, hein, donc je passe dans les sciences humaines et j'analyse, on a ce qu'on appelle un effet de bord, on a un lieu d'observation qui est extrêmement rare, qui est au tout début de la vie, et donc il y a énormément de questions fondamentales qu'on peut se poser. Par exemple, un prématuré, ça va commencer à quel âge? À partir de quel âge est-ce qu'un bébé est en couve? Vous avez vu des bébés qui étaient prématurés de combien de temps? Alors, une grossesse dure 42 semaines. 9 mois. Normal, hein, une grossesse avec le bébé qui naît à terme, on dit voilà 42 semaines, plus ou moins quelques jours. Et aujourd'hui, l'Office mondial de la santé a posé une limite aux réanimations de nourrissons prématurés, c'est-à-dire qu'on les réanime à partir de 24 semaines. 24 semaines, c'est-à-dire, vous voyez, à moitié de grossesse. Ouais, 6 x 4, 24, ça fait un peu moins de 6 mois, si on arrondit un peu moins de 6 mois, 5 mois et demi. Fin du 5e mois de grossesse, vous vous rendez compte la violence que c'est pour une maman. C'est très important les derniers temps de la grossesse. Les derniers temps de la grossesse, vraiment le bébé, vous êtes complètement en contact avec lui quand il bouge, vous lui parlez, vous l'imaginez. Un psychanalyste célèbre qui s'appelait Soulet, il disait la mère dans les derniers mois de grossesse, elle ne fait pas que tricoter la layette, elle tricote aussi
dans sa tête le corps de son bébé. Vous voyez, ce bébé commence à prendre vraiment une existence, une forme. C'est le moment où on trouve le prénom, c'est le moment où vraiment on parle de lui en disant « Ah, j'aimerais qu'il soit comme ci ou comme ça. Ah, il bouge beaucoup, il va être très sportif. Il aime la grande musique, il va être mélomane. » Enfin, vous voyez, toutes ces fantaisies des mères, le temps de fin de grossesse, qui sont extrêmement importantes. Là, brutalement, rupture de la poche des os, et elles se précipitent à l'hôpital et on leur dit, voilà, le bébé va naître, on ne sait pas s'il sera viable. Vous voyez le traumatisme, donc l'accouchement se passe comme ça. Ou alors, ce sont des mamans qui ont un problème médical, par exemple, la plupart du temps, d'hypertension. Et pour sauver la mère et pour sauver le bébé, le médecin décide qu'il faut césariser, ouvrir le ventre de la maman, sortir le bébé pour le mettre dans une couveuse et qu'il continue à grandir dans la couveuse, parce que sinon la mère serait en danger d'éclampsie et le bébé en danger de mort. Et ça, donc, sauvetage maternel et sauvetage fétal, comme ils disent. Et ça, tout parent va le comprendre en fait. Il y a un échange très fort entre le bébé, l'embryon et sa maman. Moi, en tant que papa, je posais la main sur le ventre de la mère de ma fille, et il y avait des échanges. Je sais très clairement qu'elle réagissait à ma voix, qu'il y avait des contacts. Et, on avait déjà un début de communication. Et bon, quand on a été parent, on sait que ça commence relativement tôt. Et là, l'intérêt, c'est que la science, à partir de 5 mois et demi, va autoriser à travailler pour essayer de sauver un embryon de cet âge-là. Mais en fait, il est coupé de ses parents parce qu'il se retrouve dans une couveuse qui est un espèce d'organisme mécanique froid. Est-ce qu'il y a des conséquences sur la construction du bébé d'être coupé de cette période en fait de gestation humaine presque? Écoutez, à l'époque où j'ai été appelée dans ce service pour la première fois, moi je travaillais beaucoup en pédopsychiatrie avec des enfants autistes. Et je savais que les statistiques montraient que la prématurité était statistiquement importante dans les causes d'autisme, que les enfants prématurés pouvaient souvent être des enfants autistes. Pas à chaque fois, bien sûr, mais souvent. Et quand je suis arrivée dans ce service et que j'ai visité ce service, outre que j'ai eu l'impression, franchement, d'entrer à la NASA, vous voyez, tout est tellement... c'est incroyable, un service de réanimation. On est basé sur la performance. C'est vraiment de la mécanique. On est là pour sauver des vies. C'est de l'ingénierie pour sauver de la vie, en fait. Exactement. Extrêmement scientifique, géré entièrement par des machines. Il faut voir que ce bébé qui vient au monde, tout est perverti. Je veux dire par là que la bouche, qui est faite quand même pour manger, sauter, il ne peut plus manger avec sa bouche, il ne peut plus appeler. Un bébé en réa, il ne peut pas parler, il ne peut pas pleurer. Il ne peut pas pleurer, ce qui est très important qu'un bébé pleure. Parce que la bouche est occupée, d'accord, oui, bah oui. Voilà, à la naissance, quand il pleure, évidemment les gens autour disent qu'est-ce que tu as, mon bébé? Peut-être tu as faim, peut-être tu as froid. Vous voyez, c'est le premier contact, cette espèce de cri de souffrance, parce que la faim... C'est la première communication, en fait, oui. C'est en tout cas le premier signe qui est interprété. Oui, tout à fait. C'est le premier signe de communication orale, on va dire. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, l'autre renvoie mon bébé a faim. Ah, mais c'est intéressant. Je suis en train de comprendre les implications de ce que vous dites. En fait, le manque de stimulation et d'expression dans ces dernières semaines pourrait être une cause d'un plus grand nombre d'autismes, donc d'individus qui sont plus coupés du monde. Parce que, voilà. D'accord. Pour survivre, on vous amène à vous couper du monde, donc pourquoi pas continuer sur cette voie-là après. Bien sûr. Ah, je comprends. En tout cas, c'est une des choses qu'on a constatées. On ne sait pas encore scientifiquement les raisons, mais c'est une des choses qu'on a constatées. Ah, c'est une piste à travailler. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Vous voyez, donc, parce que la bouche est entièrement occupée par le tuyau qui descend l'oxygène dans les poumons. Sinon, le bébé meurt si on ne le ventile pas, comme on dit, c'est-à-dire si on ne met pas un tuyau pour il meurt. Bon, il ne mange pas non plus. Il lui passe par le nez.
vois, passe par le nez un tuyau qui descend dans l'estomac pour lui envoyer le lait goutte à goutte. Goutte à goutte, donner un biberon à un prématuré, son estomac ne peut pas le supporter, vous pouvez le tuer. Donc, il faut qu'il ait du lait toute la journée goutte à goutte. La conséquence, entre autres, de ce lait toute la journée goutte à goutte, pour sa survie, c'est très bien de le faire, mais toujours est-il que du coup, le bébé n'a jamais faim. Donc, le bébé n'a pas besoin de faire appel. Vous voyez, quand pendant 3 mois ou 4 mois de votre vie, vous avez pris l'habitude de ne pas appeler l'autre et de ne pas avoir de réponse de l'autre en échange, eh ben, c'est compliqué de s'y remettre après. Vous voyez ? Moi, je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on sous-estime l'importance des premiers jours de ce qui se passe au cours de la maternité sur la construction de l'humain futur. J'en suis absolument convaincu. Bien sûr. Enfin, ça, c'est Winnicott nous a appris ça déjà. Oui. Puis les sciences humaines convergent dans ce sens-là. Toutes les écoles Montessori, ce genre de choses. Voilà, je sais que ma fille a été séparée de sa maman durant 3 jours lorsqu'elle est née, parce qu'elle a la frontaire un petit peu trop ouverte et autres. Elle s'est cramponnée à sa mère durant des semaines. Ça a vraiment créé un trauma de séparation, et on parle de 3-4 jours. On ne parle pas de 3-4 mois. Voilà, c'est le cas des conséquences. Le bébé fabrique sa mère en même temps que la mère fabrique le bébé. Si vous les coupez au moment de la naissance, c'est très compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Ok. Et c'est un trauma. Une naissance prématurée est un trauma. Donc j'ai pensé qu'il fallait, pour travailler ce trauma, recevoir les parents, bien sûr, parler avec eux, recevoir, mais parler avec l'équipe, pour que l'équipe y aille, pour que l'équipe se dise, il ne faut pas seulement que je réanime un corps, il faut aussi que je réanime l'envie de vivre de ce bébé. Il faut que j'aille vers lui, il faut que je capte ses signaux, vous voyez. Mais moi, en tant que parent, mon premier réflexe serait d'aller m'agripper à la couveuse en permanence pour être présent. Alors, vous savez, quand j'ai commencé à travailler dans ce service, les parents n'avaient le droit de visite que 2 heures par jour. Mon Dieu. Que 2 heures par jour. Il a fallu attendre qu'on ait... Tiens, pourquoi il y a des C'est ballons? pas grave, c'est une application automatique de StreamYard, c'est pour faire John. C'est joli. C'est joli. Voilà, pour faire la fête. Oui, exactement. Et il n'avait droit qu'à 2 heures par jour. Et il a fallu attendre qu'on ait toute une série de médicaments, d'antibiotiques en fait, beaucoup plus performants, qui risquaient beaucoup moins les infections, pour qu'on ouvre les services de réanimation plus aux familles et aux mères. Aujourd'hui, dans un service de réanimation, vous pouvez être jour et nuit, si vous voulez, comme vous dites, agrippé à la couveuse. Oui, mais pour communiquer, donner de la chaleur à ce bébé, parce qu'il en a besoin. Il en a besoin, bien sûr. Mais bien sûr. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que un bébé en fait de quelques mois comme ça, qui est prématuré de plusieurs mois, je vous ai entendu le dire dans vos chroniques, mais je m'en ai confirmation. La vie est présente, la conscience est présente. Il y a une interaction, il y a déjà une personne là. Eh ben, il y a une personne, s'il y en a une. Ah, expliquez-nous ça. C'est-à-dire que, vous savez, le bébé, lui, n'est pas une personne. Le bébé n'est pas une personne, malgré tout ce qu'on en a dit. Je me souviens de François Dolto, chez qui j'ai été très longtemps en supervision, qui disait, c'est très bien, il faut dire à tout le monde que le bébé est une personne, parce que c'est la condition qui fait que ce bébé va devenir une personne. Comment vous expliquez ça? Le bébé, si vous le laissez tout seul, voilà, il naît et vous le laissez tout seul. Oui, ça a été essayé, ça. Il devient fou parce qu'il manque d'amour, il manque d'interaction. D'expérience. Non, c'est plus radical que ça. Vous le laissez tout seul, il meurt. Oui, de toute façon, oui. Il ne saura pas se nourrir, il n'est pas autonome. Donc oui, tout à fait. Voilà, parce que tout être humain est né prématuré. Je veux dire, un bébé prématuré qui a 5-6 mois, là, est-ce qu'il y a une étincelle, est-ce qu'il y a une conscience? Mais en tout cas, lorsqu'on entre en communication avec lui, et qu'on lui fait suffisamment signe, il répond. Il répond. Si vous ne faites pas ça, moi j'ai passé des heures, ça me faisait vraiment penser au travail que j'ai pu faire avec certains enfants autistes pour les amener tout doucement à sortir un peu du monde terrifiant dans lequel ils s'étaient enfermés, à leur permettre d'abaisser un peu
le pont-levis là de la forteresse dans laquelle ils étaient enfermés, et ben passer un temps fou pour qu'ils aient un peu plus confiance en moi et un peu moins peur de ma présence. Eh bien, les bébés en couveuse, je vais passer des heures à m'adresser à eux, à leur parler, à les faire revenir vers nous, quoi. Et au bout d'un moment, ils vous regardent, ils entrent en communication. Ils commencent à vous faire signe, vous voyez, quand ils sentent qu'il y a de l'autre. Le problème, c'est que les médecins, moi je suis très admirative, les médecins réanimateurs, c'est un travail énormément stressant parce que vous avez tout le temps peur de perdre le bébé que vous essayez de réanimer ou qu'il y ait une complication, quelque chose se passe, mais les médecins, ils font le geste technique très vite parce qu'il faut, tout doit se passer rapidement. Mais en travaillant avec eux, on arrive à les amener, eux et puis surtout les puéricultrices, on arrive à les amener à entrer plus en contact avec le bébé. Derrière ça, il y a quand même une très grande question philosophique qui est celle de l'origine de la vie, à partir de quel moment on est du vivant. Et il y a des grands débats de société aujourd'hui, notamment sur l'avortement et autres, qui font que, enfin, on se perd dans un état limite et c'est intéressant de regarder ça. Voilà, c'était juste, bon, j'en tire pas de conclusion, je suis pas mal intentionné, je veux pas rentrer dans un voilà, mais quand même, ça nous renvoie à des choses très fondamentales et il faut retourner à Winnicott qui disait un bébé n'existe pas et qui a fait scandale en disant ça. Il a dit ce qui existe, c'est le couple entre la mère ou toute personne qui s'occupe de lui, ça peut être le père, entre l'autre et le bébé. C'est ce couple-là qui fabrique du bébé. D'accord. C'est le fait qu'on soit deux. Si vous laissez le bébé tout seul, il va pas y avoir un sujet. Oui, mais à ce compte-là, si vous voulez, un bébé de 6 mois, il a quand même, je veux dire, j'aurais été scandalisé qu'on considère que ma fille de 6 mois qui n'était pas autonome n'ait pas de droit juridique, n'ait pas le droit de vivre. Vous voyez, si vous, oui, mais 6 mois. Oui, voilà, mais c'est plus pareil. Oui, je veux dire, il y a des discussions comme ça sur le début qui sont, ça nous renvoie à des questions assez fondamentales. Vous voyez, je ne tranche pas, mais effectivement, ça l'a. Je parle du moment. Je vous parle du moment de la naissance. Oui, c'est de ce moment-là dont parle Winnicott quand il dit un bébé n'existe que dans le rapport, que parce qu'il va y avoir un rapport à l'autre. D'accord. C'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre là qu'on vient d'écrire, mon mari et moi, qui s'appelle Maternité particulière, où on parle de situations où les mères sont empêchées de s'occuper de leur enfant comme elles auraient pu, comme elles pourraient s'en occuper. Et quand on dit les mères, on parle de l'environnement, de toute personne maternante. Ah oui, dans le suivi des placements que nous avons fait, nous, et dans le suivi de plusieurs affaires judiciaires, on trouve des cas où le bébé est enlevé de la mère qui est encore en train de l'allaiter parce qu'il y a des temps d'enquête, il y a des temps de regard, et on ne prend pas soin du tout, d'ailleurs, à ce rapport. Et ça fait des parents qui sont extrêmement frustrés parce qu'ils n'ont pas pu, justement, exercer leur parentalité. Bien sûr, voilà. Ils ont été empêchés. Oui. Et ce travail sur les parents empêchés, et particulièrement dans ces services de réanimation, c'est tout à fait de ça dont j'avais l'impression qu'il s'agissait au moment où j'y étais, est très important. C'est ça qu'il faut essayer de... il faut demander aux parents comment vous le trouvez, dès que c'est possible, faire que le bébé puisse être dans leurs bras, vous voyez, et parler au bébé de ses parents, de sa famille. Il n'est pas juste l'objet de la médecine. Ah oui, mais c'est un domaine passionnant. Vous voyez, on est déjà à 23 minutes et je ne suis même pas à la moitié de mes questions. Tellement c'est quelque chose, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut aller voir les effets de bord et les conditions un peu extrêmes parfois parce qu'il y a plein de choses. Durant vos années de pratique, vous avez vu une différence de positionnement de la parentalité des mamans, des papas par rapport à ces... Là, vraiment, vous étiez aux premières loges pour voir comment l'enfant était accueilli par les deux parents. Ah oui, écoutez, moi je vois une différence de positionnement depuis les 50 ans où je travaille avec les bébés en réanimation et les autres enfants. Mais vous me parlez de la réanimation particulièrement. Là, oui, bien sûr que les parents, quand ils peuvent vous dire un peu à quoi les a renvoyés ce traumatisme, parce que toute naissance prématurée est un trauma. On ne peut pas nier ça.
c'est un trauma pour les parents. Ah, ça va être une angoisse terrible. Je pense que oui. C'est une angoisse ça va être une angoisse. Ouh là là. Ils ne peuvent pas vous dire oui, il va vivre ou non, il va pas vivre. Mais dites-moi, est-ce qu'il va vivre, Eh ben, monsieur, on peut rien vous dire. Tout va dépendre. Peut-être dans 2-3 jours, on vous en dira plus. Puis après, on vous dit 3 semaines parce que c'est le moment où on va faire le premier IRM. Je suppose qu'on s'occupe très peu d'eux en plus, donc ouais. C'est terrible. C'est une maltraitance terrible et une grande souffrance. Depuis 40-50 ans, je vais prêcher pour ma paroisse. Est-ce que les pères s'impliquent plus au niveau des bébés ou est-ce que les comportements sont les mêmes? Est-ce que oui. J'ose espérer une réponse positive. Mais dites-moi, votre vision du terrain. Je peux vous donner une réponse positive. Moi, ce que je vois, c'est vrai qu'au début de ma pratique, en pédopsychiatrie ou chez moi, ma pratique avec les enfants, c'était rarement les pères qui amenaient les enfants à la consultation. Aujourd'hui, quand les parents viennent, le père est presque toujours là, et quelquefois même, c'est le père tout seul qui vient avec l'enfant. Donc il y a une implication. Les pères qui veulent s'impliquer le font. Voilà. Ça, c'est bien, il faut le dire quand même. Voilà. Écoutez, ça aura mis du temps, mais heureusement que les choses changent un peu. Mais toutes les études disent que c'est excellent pour l'enfant. Donc, et pour le parent d'ailleurs aussi. Et pour la mère, je vous raconte pas comme c'est bon pour la mère d'avoir. Bien sûr, le triptyque, le trio se porte beaucoup mieux, oui, tout à fait. Mais oui. Dites-moi, puisqu'on va approcher de la phase de conclusion, vous avez vu cette vision, vous entendez aussi parler du futur et autres. À votre avis, ça va évoluer comment ces espèces d'avancées technologiques où on nous promet un aquarium là dans le salon près de la télé, c'est viable, c'est souhaitable? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, c'est comme c'est. On est bien obligé d'admettre notre époque et de vivre avec, et on ne va pas critiquer la science qui amène tellement de progrès incroyables. Le nombre de vies sauvées aujourd'hui, ce serait absolument pas le cas s'il n'y avait pas eu tous les progrès de la science. Absolument. Ouais. Voilà, donc la science est là. Maintenant, comment faire pour savoir s'en servir, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, comment faire pour que justement, il y ait quelque chose d'humain qui reste, que tous les métiers ne soient pas que gérés par des robots, qu'il n'y ait pas que des robots qui vous répondent, que les chatbots. Évidemment, c'est formidable les chatbots, mais c'est pas des êtres humains. Voilà. Alors, moi, je crois que je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que c'est formidable l'humanité. Je pense que c'est très important de parler à quelqu'un et de ne pas être que branché sur une machine. Certainement quand vous êtes un bébé, parce qu'à l'aube de votre vie, ça a des conséquences terribles. Mais même quand on est adulte, c'est quand même important de pouvoir aller chez le médecin. J'espère par exemple que tous les médecins ne vont pas être remplacés par des consultations d'ordinateur. Ah oui. Même si elles vont être de plus en plus performantes, ces consultations. Alors, on se disait, les psychanalystes, on sera peut-être les derniers à rester, parce que c'est quand même le transfert, la rencontre avec l'autre et tout ça. Mais maintenant, il y a tout à fait des robots qui jouent le rôle des psychanalystes. Oui, mais alors là, je m'adresse... Ça m'inquiète un peu, en effet, je trouve ça triste. Là, je m'adresse à la psychanalyste et à l'observatrice, en fait. Est-ce qu'un bébé peut grandir sans le rapport à l'humain, de manière purement mécanique? Est-ce que c'est possible? Mais non, mais est-ce qu'un humain peut vivre sans le rapport à l'humain? Je veux dire, ça m'inquiète pour les bébés, et même pour nous, ça m'inquiète. Bien sûr. Alors bien sûr, maintenant, j'ai même lu un article récemment, comme quoi vous pouviez vous passer d'une compagne si vous aviez un chatbot qui vous accueille le soir en rentrant du bureau, vous demandant comment vous avez passé la journée, si vous êtes content. Oui, Samsung a des projets sur ça, oui, tout à fait. Mais bon, je comprends. Mais c'est quand même peut-être mieux d'avoir une compagne, vous croyez pas? Si, il y a des choses qu'on ne pourra pas remplacer, bien sûr, oui. Bien sûr. Voilà. Ok. Catherine Vanier, votre dernier ouvrage avec votre mari, Alain Vanier, qui est aussi, lui aussi psychiatre et psychanalyste, vous m'aviez expliqué, hors antenne juste avant. Maternité particulière qu'on trouve aux éditions RS.
Vous avez vraiment un regard très particulier. Je pense que vous avez eu la chance, madame, d'être placée à un endroit critique de la vie et de le regarder durant plusieurs dizaines d'années. Et je pense que vraiment c'est quelque chose de magnifique que vous avez vécu. Voilà. Je voulais aussi vous le dire. Merci, je suis très touchée. Bon. Pour tous les auditeurs, la suite des programmes sur 102.3, je vous retrouverai la semaine prochaine. Cette émission est disponible sur YouTube avec les conversations qu'il y a auparavant et puis qu'il y a après. Au revoir tout le monde. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.